Pardon semble être le mot le plus difficile, nous chante le Britannique Elton John. Ce n'est pas l'évangile certes, mais il a pleinement raison. Alors, pendant ce temps de carême, allons nous plonger dans les mécanismes profonds de ce qui entrave ou permet de prononcer ces deux petites phrases si vertigineuses. Je te demande pardon et je te pardonne. Premier lieu à explorer, la famille. Vous voyez de quoi on parle ? De ce lien si particulier que l'on partage avec nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs. Un lien qui peut parfois se charger d'amertume, de sentiments d'injustice, d'actes terribles, alors que c'est censé être le lieu de la confiance et de l'amour inconditionnel. Un lien qui ne peut pas totalement se rompre comme tant d'autres. Ça pèse, mais il en reste que c'est la famille malgré tout, même si, et c'est bien connu, on ne la choisit pas. Bref, ça questionne, peut-on pardonner à sa famille ? Une question, bien sûr, que nous avons tous éprouvée un jour ou l'autre et que nous souhaitons poser en ce premier dimanche de carême. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à vous, Lorraine Angelot. Bonjour David. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes docteur en psychologie. Vous avez consacré votre thèse à cette question délicate du pardon. Aujourd'hui, vous exercez à Paris et vous êtes spécialisée dans la thérapie des états de stress post-traumatique, également enseignante à l'Institut catholique de Paris et chercheuse associée au Centre jésuite Sèvres. Alors, j'imagine qu'entre les murs de votre cabinet, vous en avez entendu des histoires de familles difficiles, délicates. C'est quelque chose qui revient souvent. La question du pardon voyage plutôt incognito dans nos consultations. Incognito. Plutôt incognito, c'est plutôt un processus qui prend du temps et qui arrive plutôt en bout de thérapie. Et une thérapie réussie ressemble à quelque chose autour du pardon. Parce que c'est pas quelque chose. Les gens, ils viennent pas vous consulter comme ça, les patients, pour vous dire il faut que je pardonne ou j'ai besoin d'être pardonné. La plupart du temps, non. Pas du tout. Les gens viennent consulter, notamment dans le cadre des violences intrafamiliales. Donc dans la famille, évidemment, lieu de joie, mais aussi lieu de très grande violence possible intrafamiliale. Il y a des blessures qui sont reçues, parfois très précocement, et la plupart du temps, les gens viennent consulter pour des symptômes et des souffrances psychologiques qui, à un moment donné, peut-être, il est parfois possible que ces processus de thérapie et de guérison aboutissent à envisager la question du pardon comme une des voies possibles de guérison psychologique. Ce n'est pas la seule. Et je précise que le pardon est parfois évidemment impossible. Alors ça, c'est aussi important à dire, notamment dans le cadre de la famille où évidemment, c'est d'une violence. Les traumatismes peuvent être très violents puisque, évidemment, c'est des gens qui se connaissent bien, qui peuvent s'aimer aussi parfois. J'aimerais vous faire réagir à une phrase. Okay. C'est vous qui l'avez dit. Comment vivre avec l'idée qu'un autre être humain m'est altéré, brisé, ce dont je subis encore les séquelles ? Est-ce que les traumatismes sont encore plus violents dans la famille ? Par les liens que la famille crée, évidemment. Certainement. Certainement, pour la simple et bonne raison que ce sont des liens extrêmement proches et que ce sont des liens le plus souvent durables. C'est-à-dire que s'il y a eu blessures, agressions, violences, et je précise que parfois ces violences sont implicites, elles ne sont pas dites, elles ne sont pas vues, elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas sues, et l'enfant ou l'adolescent qui vit dans cette famille baigne dans un milieu dont il ne se rend pas compte que ce qui se passe n'est pas normal, n'est pas juste ou n'est pas équitable, par exemple dans les histoires de fratrie. Alors comment vivre avec l'idée... Un exemple d'une situation. Un exemple. Alors actuellement, après les 2 ans de confinement, on reçoit beaucoup de jeunes adultes, 25-30 ans, qui sont complètement à l'arrêt dans leur vie, professionnelle, personnelle, affective, et qui ne sont pas en capacité de dépasser quelque chose qu'ils ne savent pas nommer. Donc le premier travail en psychothérapie commence non pas par aller fouiller dans les archives familiales, pas du tout, mais déjà je voudrais dire ce qui est très important pour les patients, mais pour nous tous, et là aussi ne sautons pas trop vite pour promouvoir le pardon ou pour le prescrire, il ne s'agit pas du tout de ça, c'est d'abord, première étape, de renforcer la sécurité de base de la personne. Ça, c'est la première étape, du chemin. Première étape. De ce fait, il n'est pas possible de pardonner quand on est encore en contact ou sous l'emprise de la personne
qui agresse ou qui fait du mal. Il y a d'abord une nécessaire distance à prendre avec la personne, et parfois les agresseurs ne savent pas qu'ils sont agresseurs et les victimes ne savent pas qu'elles sont victimes tant qu'un travail de mise à jour et de prise de conscience n'a pas pu être Ça peut être le cas dans un couple, réalisé. par exemple, une femme qui est battue. C'est typiquement le cas d'une femme battue. Voilà, où la violence est répétée. Et le fait de pardonner ou de ne pas pardonner, est-ce que dans le cadre familial, ça induit plus de choses ou ça a plus de conséquences ? Je dirais qu'il faut élargir à l'idée que être en bonne santé mentale, c'est aussi être en bonne santé relationnelle. Et la santé de nos relations avec les autres, avec le conjoint, la conjointe, avec les enfants, avec les parents, avec l'entourage au sens large, est un facteur important dans la question de la santé mentale et de la santé émotionnelle. Les gens viennent en thérapie, généralement, parce qu'ils n'arrivent plus à faire tout seuls le travail de nettoyage des blessures, de nettoyage émotionnel, les Bien émotions sûr. qui sont restées attachées à la blessure. Donc, beaucoup d'angoisse, beaucoup de culpabilité, beaucoup de colère, et puis beaucoup de symptômes. Il y a une injonction au pardon dans les familles aujourd'hui, quand il y a eu traumatisme, violence. Il y a beaucoup de cas de figure. En tout cas, il y a peut-être une prudence à opérer, dans le sens où le pardon a pu être utilisé dans certaines familles pour maintenir la cohésion du corps familial au détriment de la personne qui était victime ou qui avait des choses à dire. Donc, il y a une forme de pardon qui peut être artificielle et qui est en fait une façon de soumettre l'individu pour que la famille, l'institution, continue à tenir. Qu'ils se taisent en fait alors. Pour qu'il se taise. Alors, Ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a des pardons qui n'ont pas été sincères, qui n'ont pas été réels. il y a des pardons qui sont inauthentiques quand ils ne viennent pas de l'expérience même de la personne qui est dans un processus de guérison et de pardon. La foi catholique peut accentuer ce phénomène-là aussi ? Alors, pour les patients qui sont croyants ou qui ont la foi, c'est à double tranchant. Parce qu'effectivement, ils ont entendu parler de la notion de pardon et ils le vivent souvent comme une injonction morale. Donc obligatoire. C'est obligatoire. Et puis pour être un bon croyant, il faudrait pardonner. Donc on est sur des pardons très volontaristes. Et avec des rituels faits pour pardonner. Pour autant, qu'est-ce qui fait que je sens à l'intérieur de moi que j'ai pardonné ? C'est la question que j'allais vous poser. Ouais. Quels sont les critères d'apaisement du cerveau, de l'esprit, du système nerveux central, du corps, qui montrent que, oui, le pardon est une expérience vécue et ça n'est pas seulement une injonction. C'est une expérience vécue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, c'est une expérience vécue... C'est pas que dans la tête, en fait. Alors, ce n'est pas que dans la... Ça ne peut pas rester dans la tête. Alors, pour quelle raison ? Là aussi, je voudrais donner notion sur les progrès immenses de ce qu'on va appeler la psychotraumatologie, c'est-à-dire l'étude des traumatismes psychiques. Ces études nous montrent toutes que le traumatisme est dans le corps. Et tant que le corps n'est pas apaisé, tant que les systèmes de stress s'activent comme si la personne était encore comme un enfant dans une situation d'impuissance, de perte de contrôle, où l'enfant peut se sentir menacé dans sa sécurité physique ou voir ses proches être menacés, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les parents, eh bien, tant que les systèmes de stress font revivre à répétition la situation à la personne comme si le corps ne savait pas que c'était fini, eh bien là, le passé ne peut pas passer. Tout ce besoin, pour pardonner, d'être d'abord sécurisé. D'être d'abord sécurisé, et puis de pouvoir souvent référer à un tiers. Justement, un tiers, ça peut être un ami, mais c'est aussi un tiers neutre, en dehors du cadre familial. Ça peut être un accompagnateur, spirituel si nécessaire, qui vient mettre un peu d'air, un peu d'oxygène dans des situations qui sont souvent... Vous avez montré un fil, c'est très tricoté, c'est très tramé, avec souvent des patients qui vont s'auto-reprocher de pouvoir blâmer quelqu'un de leur entourage dans la famille.
Alors, je vous propose, avant d'aller plus loin dans la conversation, d'aller à la rencontre de Véronique et Jean, qui sont bénévoles pour une association d'église. Cette association s'appelle Retrouvailles, association qui aide les couples en difficulté ou séparés à rétablir le dialogue. Véronique et Jean sont eux-mêmes un couple qui ont connu aussi des difficultés comme beaucoup de couples. Regardez, puis on en discute juste après. Alors nous sommes Véronique et Jean, nous sommes mariés depuis une petite quarantaine d'années, nous avons 5 enfants. Nous sommes engagés dans l'association Retrouvailles depuis une petite dizaine d'années. En fait, il se trouve que nous avons nous-mêmes fait le parcours Retrouvailles en 2012. Retrouvailles est une association, un mouvement d'église qui propose aux couples en difficulté de renouer une communication et, si possible, les fils de leur mariage. La vie à deux, c'est compliqué, mais c'est une chose. Et puis après, rester amoureux pendant 20, 30, 40 ans, c'est une autre paire de manches, quoi. C'est vraiment la routine quotidienne qui nous a mis à plat, parce que dans le fond, les sentiments qu'on avait l'un pour l'autre, je pense qu'ils étaient toujours là. Souvent, la relation a mis du temps à se détériorer, donc il faut du temps pour la reconstruire. Et souvent, c'est la première fois. Pour la première fois, ils ont l'occasion de se parler en vérité, voilà, de pouvoir se dire les choses. Tranquillement, sincèrement, honnêtement. En fait, on n'était pas du tout conscient de ce que vivait l'autre au moment le plus fort de la crise. Et le fait de se rendre compte, de se mettre dans la peau de l'autre, d'avoir de l'empathie, en fait, d'être enfin à l'écoute des émotions de l'autre, ça a complètement changé la perception de la crise, en fait, de ce qui nous a séparés. On est plus attentif, on est plus vigilant. Quand on connaît des difficultés avec son conjoint, il est rare qu'on trouve avec qui les partager. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où, quand un couple ne marche plus, la solution, c'est la séparation. Vous vous aimez plus, séparez-vous. C'est notre fille qui nous a dit, c'est elle qui m'a dit la première, je vous en supplie, divorcez. S'intéresser au couple, c'est considérer que c'est un projet de vie. Ce projet, il est fragile, mais il peut être consolidé, il peut être revisité. J'ai vraiment découvert que pardonner, ça se décide et que... Le pardon, c'est clair, ça se décide. Ouais. Le message, c'est ça. Tendez la main. Le tango. Voilà pour ce témoignage et ce reportage. Alors, j'aimerais vous faire réagir quand même sur ce qu'on vient d'entendre. Moi, ça m'a surpris en l'entendant aussi. Le pardon, ça se décide. Est-ce que ça se décide tout le temps ? Je ne suis pas sûre. D'expérience. Pour quelle raison ? Alors, ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est de montrer quasiment l'analogie entre le travail que font ces couples et ce qu'on appelle la justice restaurative, où on fait se rencontrer des victimes et des bourreaux, bien entendu pas ceux qui ont partagé la situation d'agression, mais pour que le dialogue se fasse entre des personnes qui ont subi et des personnes qui ont commis. Et bien souvent, il y a un changement de la posture du bourreau lorsqu'il entend à quel point ce qu'il a fait a provoqué des dégâts à très long terme sur les victimes. Prise de conscience. Prise de conscience, remettre du dialogue, remettre une forme d'empathie réciproque. Donc ça, c'est très intéressant de voir que les couples au long cours peuvent se re-questionner, se redécouvrir comme des êtres humains aux prises avec un certain nombre de difficultés. Je voudrais distinguer les difficultés du quotidien, c'est-à-dire les rancœurs, les frustrations, les désaccords, et puis les difficultés plus graves. Les traumatismes, les violences, c'est pas les mêmes choses évidemment. Les transgressions. C'est pas du tout les mêmes problématiques. Voilà, exactement. Il y a une forme de pardon qui peut se décider. J'ai l'impression que dans ce cas-là, on parle d'un niveau de maintenance relationnelle. C'est un pardon, tout comme on dit « excuse-moi, je t'ai marché sur le pied », c'est un pardon qui vise simplement à remettre de l'écoute. Excuse-moi, je t'ai pas écouté. Remettre du j'étais dialogue. Ailleurs. Voilà, exactement. Excuse-moi, je m'occupais que des enfants. Excuse-moi, j'étais un peu égoïste. Excuse-moi, là, il va falloir se réaligner sur la même trajectoire. Et ça, on peut employer le mot pardon, pour autant de bien distinguer les niveaux. Et les niveaux, ce que nous apprend la psychologie, là je crois que c'est important de le dire notamment pour les couples, c'est que oui, le pardon réciproque
le cas de figure idéal où la personne demande pardon et l'autre lui accorde son pardon est en réalité un cas assez rare. Qu'est-ce qu'on voit en consultation? On voit des personnes qui sont victimes et qui n'ont plus de lien avec l'auteur, l'agresseur. Quand l'auteur ou l'agresseur a un visage, comment pardonner à un auteur qui n'a pas de visage? Ça, c'est une autre problématique, en effet. C'est une autre problématique. Mais ce qu'on voit très souvent, c'est des personnes qui sont en lutte avec l'idée de devoir entamer un travail de pardon unilatéral. C'est-à-dire, mon chemin pour guérir est indépendant de celui qui m'a fait du mal. L'auteur, l'agresseur, a son chemin propre et je ne vais pas attendre son aveu ou son repentir pour pouvoir avancer dans ma vie. Ça, c'est beaucoup plus ce qu'on voit en thérapie. La psychologie nous apprend que le pardon unilatéral qui vient d'un seul côté est un processus tout à fait possible et à encourager. Alors, j'aimerais vous faire réagir aussi sur ce témoignage dans le reportage. Cette maman qui dit « Ah bah, notre fille nous a dit à un moment donné aussi ah, si c'est comme ça, vous disputez tout le temps, divorcez ». C'est-à-dire que, est-ce que le tiers dans la famille aussi, par exemple dans une situation de couple, peut intervenir pour faire changer, faire évoluer l'histoire? C'est une bonne question. Je crois qu'on a besoin de tiers pour aller bien. Pas uniquement des thérapeutes, mais effectivement des enfants, des amis, des personnes qui, à un moment donné, vont aider à se situer et aussi à renoncer à certaines choses. Dans les couples, dans les familles, ce qui peut être difficile, c'est de renoncer, de faire le deuil d'un certain nombre d'éléments, de faire le deuil de ce que j'étais avant que ça m'arrive. Ce qu'on ne peut pas changer, c'est ce qui est arrivé. En revanche, ça, faut faire avec. Il faut faire avec. Alors, on n'a pas le choix, en fait. On peut plus que faire avec, parce que ce qu'on peut changer, en revanche, c'est le sens de ce qui nous est arrivé. Donc pardonner, c'est donner du sens aussi pour vous? Pardonner, c'est donner du sens au départ à ce qui n'en a aucun. On est toujours sur un fond d'impardonnable, il faut le rappeler. Et effectivement, renoncer... En fait, pardonner, c'est pardonner l'impardonnable, quelque part. C'est toujours pardonner quelque chose qui, au départ, nous paraît non pardonnable, au sens où c'est indépassable, et ça génère beaucoup trop de souffrance. On ne pardonnerait pas, on n'aurait pas du tout besoin de pardonner si c'était facile. Il faut rappeler que c'est difficile, que c'est long, que c'est complexe et que le simple fait de renoncer à se venger ne suffit pas. Regardez, pardonner ne signifie pas ignorer ce qui a été fait contre nous. Cela signifie plutôt que cet acte mauvais cesse d'être un obstacle aux relations. C'est Martin Luther King, le pasteur, qui disait ça, américain. Lui qui a subi de multiples humiliations, raciales notamment. En quoi ça résonne dans votre expérience, Lorraine? Je dirais que pour pardonner, il faut effectivement à un moment donné pouvoir s'appuyer sur un lien avec un autre être humain qui soit un lien sécure. Un lien d'attachement sécure avec un autre être humain. Et pour pardonner, il y a aussi nécessité d'être ouvert au changement, d'avoir un tant soit peu un espoir, une perspective. Il y a une espérance là-dedans. Il y a un espoir que la vie relationnelle ne soit pas complètement conditionnée, voire handicapée par le mal que l'on m'a fait, mais qu'effectivement, d'autres relations puissent être possibles. Donc en ce sens, oui, c'est un homme qui témoigne d'une expérience transformatrice. Mais c'est pas ignoré, c'est pas oublié. Alors, le pardon n'est pas « je ne veux plus y penser ». Le pardon n'est pas « je préfère ne pas y penser ». Parce qu'en réalité, là, on est plutôt dans la catégorie de l'anesthésie ou du déni. On met de côté ce qui nous fait souffrir en pensant que ça ira bien comme ça. Alors ça peut nous faire avancer un temps? C'est nécessaire dans un premier temps. Voilà. Dans un second temps, prenons l'image d'une plaie. Si le pardon est une suture, eh bien, on doit désinfecter d'abord la plaie avant de pouvoir la suturer. Donc, il faut identifier où elle est, comment la nettoyer, combien de temps ça va prendre avant que la suture puisse être possible. Et la suture permet de recréer du tissu relationnel avec d'autres êtres humains. Je voudrais préciser aussi que pardonner n'est pas donner l'autorisation à l'autre de recommencer. Donc, il y a un grand travail qui est fait pour ajuster les relations qui vont arriver dans l'avenir du patient. C'est pas qu'une thérapie, c'est aussi une relation, en fait, qui doit évoluer. C'est tout un mode relationnel qui doit évoluer. Tout un mode relationnel parce que il y a des patients qui arrivent qui sont très angoissés, très insécures et qui ont appris dans leur famille un certain nombre de manières d'être. Et effectivement,
la psychothérapie vient modifier en profondeur en fonction des objectifs de la personne. Et vous voyez ces plaies, pour reprendre cette image, mal refermées dans votre cabinet, en famille, voilà, des histoires familiales douloureuses qui... On pense que c'est passé, puis c'est pas passé. Vous le voyez, vous le constatez, ça? Tout à fait. C'est comme ça que j'ai commencé ma thèse. C'était un décalage entre les patients que j'accompagnais en soins palliatifs et qui évoquaient beaucoup la question du pardon et le fait qu'il n'y avait absolument rien en psychologie pour soutenir de mon côté professionnel leur processus où revenait... Alors là, il faudrait peut-être faire un tout petit écart sur la mémoire traumatique, mais la mémoire traumatique, ce qui n'est pas passé, ce qui n'a pas pu être intégré dans l'expérience du sujet, revient quelque part. Revient en boomerang 10, 20, 30, 40 ans plus tard, et notamment dans les moments où la personne est plus fragilisée. Et dans des histoires familiales, c'est plus douloureux? Je ne sais pas si c'est plus ou moins douloureux. En tous les cas, ce que j'ai beaucoup accompagné aussi, c'est le fait que parfois un enfant ou un adolescent avait exprimé de la souffrance qui n'a pas été entendue. Et ce qui est douloureux, c'est de remanier sa représentation de la famille, parce que les souffrances n'ont pas été crues, n'ont pas été entendues et n'ont pas été prises en compte. Donc la victime ne cesse pas d'être une victime. C'est terrible, ça, en fait. Ça peut être terrible. Ça peut être le chemin d'une vie, ça aussi. C'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie pour justement retrouver ce qu'il y a de vivant en soi, malgré ces épreuves familiales, mais il y en a d'autres, effectivement. Quel voyage, quel voyage. Un grand voyage. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le pardon? Vous avez travaillé dessus, vous en avez même consacré une thèse. C'est quoi, vous, ce moteur qu'il y a derrière ce travail? Le moteur, c'est, je crois, en profondeur, la question de la guérison. La question de la guérison en profondeur de l'être humain, malgré ou après des traumatismes très graves. Et de fait, je crois que c'est ce qui me mobilise et qui me passionne pour soigner. Et je suis heureuse qu'on parle maintenant du pardon pas comme un outil supplémentaire dont les thérapeutes devraient se saisir pour être plus efficaces, mais comme une démarche de vie très profonde qui permet d'aller, pas toujours, mais parfois, vers un apaisement intérieur réel. Je voudrais préciser aussi que dans la question des familles, et ça m'intéresse particulièrement, à titre personnel et aussi à titre professionnel, il est important d'arrêter le cycle des violences pour ne pas qu'elles se reproduisent à l'infini. Et ce que nous... Alors, qu'est-ce que vous appelez à l'infini, c'est-à-dire? Eh bien, des blessures qui ne sont pas conscientisées, qui ne sont pas soignées. D'accord. Donc elles se reproduisent naturellement, presque mécaniquement, j'ai envie de dire. C'est mécanique. C'est quasiment mécanique. C'est-à-dire que des blessures, notamment reçues depuis des générations, se transmettent de génération en génération. C'est-à-dire, si elles ne sont pas nettoyées. Ça veut dire que, je ne sais pas, quelqu'un qui a été violent, un arrière-grand-père qui a été violent, cette violence-là, elle va se retrouver plusieurs générations après? Alors, pas forcément, mais typiquement dans les cas dont on parle actuellement d'inceste, et je parlerai aussi du suicide. Lorsqu'il y a inceste, lorsqu'il y a suicide, on va retrouver dans les générations supérieures des cas similaires, très souvent à 80% des cas, sans même que la personne le sache. Mais la répétition traumatique nous permet de penser qu'il y a des fils à couper, littéralement. Et le pardon n'est pas, je dirais, quelque chose de simple, parce qu'il s'agit aussi parfois d'un acte de rupture avec des comportements très graves et très transgressifs qui se sont produits. Mais c'est possible, en tout cas. C'est absolument possible. On sent ça chez vous. Hein, c'est possible. Vous y croyez. Et vous le voyez fonctionner dans votre cabinet. Mais je crois que j'y crois parce que c'est les patients qui nous le montrent tous les jours. Je voudrais préciser que les gens qui pardonnent sont des héros de la survie, qui ont survécu à des choses parfois très graves et que ça ne se voit pas. Et pour autant se battent au quotidien avec des symptômes souffrants. À un moment donné, parfois, ils franchissent la porte d'une consultation et il faut bien les accueillir. Je voudrais préciser aussi que ça va avec toute une réflexion actuelle sur le rôle des psychologues et du thérapeute qui nécessite une pleine présence et un plein engagement auprès de ses patients, ce qui est un modèle américain et canadien.
Mais relationnel aussi. Et Et relationnel. vous nous l'avez montré ce matin. Restez avec nous, Lorraine, merci. Il est temps de passer à la culture, représentée chez nous par Gladys Mariva. Bonjour Gladys, c'est un Bonjour. plaisir de vous revoir Bonjour. ce dimanche matin. Pour commencer, un roman qui explore justement la question de l'inceste. On en a parlé évidemment à l'instant, et du secret dans une famille. Dans la forêt glacée de Frédéric Clémenceau, le roman de Chloé, 14 ans, qui noie dès la première scène où l'on découvre le corps de son frère Gabriel au pied d'une falaise. L'intrigue remonte ensuite quelques jours plus tôt au début de ses vacances. C'est l'été où, en Sibérie, des feux couvent sous la glace et on se rend compte que dans cette famille, dans cette belle maison près de la mer, eh bien, il y a des traumatismes qui couvent aussi sous le bonheur apparent. Car Chloé a été violée par son grand frère pour la première fois une nuit dans leur maison. Elle avait 13 ans, 4 mois et 21 jours, elle s'en souvient. Depuis, elle se taillade les poignets. Depuis, elle voit son grand frère partout, elle suffoque. Cet été-là, les cousins, la mère, la grand-mère voient que Chloé reste en pull, voient ses cicatrices, voient qu'elle se braque dès que son frère s'approche d'elle, mais ils ne réagissent pas tout de suite, jusqu'à ce qu'un membre de la famille se reconnaisse en Chloé. Alors Frédéric Clémenceau alterne les souvenirs de Chloé ainsi que ses 3 jours de famille pour tisser une réflexion avec son écriture limpide et au fort pouvoir d'évocation sur ces traumatismes, comment ils sont parfois révélés, un peu comme des photos, un art que pratique Chloé, et comment ensuite ils sont découverts. Donc voilà pour ce roman subtil, profond, dans la forêt glacée de Frédéric Clémenceau. Reconnaître ses traumatismes, hein, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, Lorraine. On poursuit avec un film, Gladys, qui relate l'histoire d'un saint grec renommé aujourd'hui, mais calomnié de son vivant. L'homme de Dieu, un film de Yelena Popovic, l'histoire de Saint Nectaire d'Égine, né en 1846, archevêque en Égypte, où vivaient à l'époque de nombreux Grecs. Il est porté par une foi intense, il est adoré par ses fidèles, il est adoré par tous les habitants, mais il est jalousé par le clergé d'Alexandrie qui va le calomnier au point qu'il doit quitter l'Égypte pour la Grèce, où il rejoint un séminaire. On regarde un extrait. I understand why the people of Egypt love you. We had you here for a short time and you've performed miracles. You're a holy man, Your Grace. I lost my eyesight due to illness when I was very little. There is so much light in your presence. Where is the evidence of my crime? If it had been done to me, what has been done to you, I would not go to church anymore. Alors Saint Nectaire va partir ensuite sur l'île d'Égine où il fonde avec très peu de moyens un monastère. Alors montrer comment cet homme a tenu bon en demandant pardon d'ailleurs pour des choses qu'il ne sait pas avoir commis. C'est l'objectif de ce film qui est ancré dans les paysages magnifiques de l'Attique. Il était réputé thaumaturge, il était aussi un grand théologien. Saint Nectaire est mort en 1920 et depuis c'est l'un des saints les plus populaires en Grèce. Donc à voir au cinéma à partir du 9 mars, L'homme de Dieu de Yelena Popovic. Quelle aventure, quel voyage. On revient en France, sur la côte basque plus précisément, où nous allons célébrer la messe dans quelques instants. À l'église Sainte-Marie à Anglette, une église néo-basque d'une blancheur immaculée dont la façade est parachevée par un clocher-mur. Elle a été construite en 1932 pour contrer la montée de la laïcisation dans ce pays de très forte tradition catholique où l'église est présente dans toutes les choses de la vie comme la pelote, le patronage et la pêche. À l'intérieur de l'église, 2 niveaux de galeries de bois permettent d'accueillir les paroissiens qui, dans cette région, viennent nombreux pour les messes. Le chœur est habillé par des peintures murales, des vitraux et des mosaïques art déco dans des tons joyeux, œuvres d'artistes de talent venus décorer villas et grands hôtels lors du développement du tourisme balnéaire dans les années 20 et 30. C'est un art festif et raffiné qui n'est pas du tout tributaire de la majesté réservée dans l'art sacré. Enfin, notons l'autel très haut perché, fruit d'une époque où il y avait une volonté de remettre l'Eucharistie au centre de la vie paroissiale. Quelle belle église. Merci Gladys pour cette visite. Merci Lorraine d'avoir été avec nous. C'était un plaisir.